Pascal Entraîneur devient l'anti-coach. Les tests de VO2 max, les tests de lactate, lactatémie, les tests du wallet. C'est quoi les tests du wallet? C'est des tests qui vont chercher de l'argent dans votre portefeuille puis qui donnent pas grand-chose. C'est une analogie vraie puis pas vraie en même temps. Vous allez certainement m'entendre parler souvent de remettre les bonnes affaires à la bonne place, là, guys. Mais l'équipement qu'on va utiliser est adapté à nos besoins. Les outils qu'on utilise en entraînement, il faut qu'ils soient aussi adaptés à nos besoins. Est-ce qu'un test de VO2, c'est adapté pour tout le monde? La réponse, c'est totalement non. Je trouve que c'est une belle façon de faire de l'argent que de vendre du testing à pu finir à des athlètes intermédiaires ou des athlètes débutants pour n'importe quelle raison qui sont plus ou moins importantes. Fait que quand on est un athlète, une personne qui s'entraîne, puis on se fait vendre un testing, on se fait vendre l'idée que on va trouver nos bonnes zones d'entraînement, qu'on va savoir c'est quoi notre VO2, qu'on va pouvoir améliorer ça dans le temps, puis qu'après ça, on va pouvoir refaire un test, puis comparer avec le test d'avant, il y a 2 mois, il y a 3 mois, on est rendu à combien, puis comment on s'est entraîné, puis comment on a performé, puis je vous dirais que c'est pas faux pour, mettons, un athlète relativement de haut niveau. Pour monsieur, madame, tout le monde, sportif intermédiaire, qui ne gagnent pas leur vie avec ça, je vous répondrai qu'on n'a pas vraiment besoin de ça. Si on a un test à faire éventuellement, qui, je pense, pourrait être un peu plus pertinent, puis peut-être un peu moins cher qu'un test de VO2, malgré que le protocole va être relativement pareil, c'est le test de lactate, le test de lactatémie. Pourquoi? Si on prend exemple qu'on détermine nos zones d'entraînement, fait qu'on fait un test à l'effort, qu'on fasse un test d'FTP, un test de VO2, ce qu'on veut, là, dans le fond, en faisant du testing, c'est qu'on veut déterminer nos bonnes zones d'entraînement. Fait que la zone 1 qu'on va appeler ici, puis en passant, moi, j'utilise mes termes, un autre entraîneur va utiliser ses termes. Aussi, le nombre de zones d'entraînement va changer d'un intervenant à l'autre. Fait qu'il faut juste être capable de bien s'entendre sur nos termes. Zone 1 étant finalement la zone de récupération active. Après ça, la zone 2 qui va nous intéresser un petit peu plus, que tout le monde parle présentement, là, c'est un gros trendy, là, c'est donc la zone là, finalement qui serait la zone pour développer l'endurance. Après ça, on a la zone 3 qui serait la zone tempo. Après ça, la zone 4, on aurait comme la zone de FTP, si on veut, comme l'endurance aérobie. La zone 5 qui serait la zone de VO2, etc. Puis on s'en va dans les systèmes anaérobiques par la suite. Pourquoi que la zone 2 nous intéresse particulièrement? Si vous avez l'occasion, je pourrais peut-être mettre dans la vidéo un lien avec une entrevue qui avait été faite avec l'entraîneur d'un athlète du Tour de France qui expliquait avec des belles analogies qu'est-ce que ça faisait, dans le fond, la zone 2. Puis pourquoi que le test de lactate serait pertinent? Ce serait pour déterminer finalement la ligne entre deux systèmes. Le système lipidique puis le système glucidique. Fait que le système lipidique, c'est quoi? C'est tout ce qui est, lorsque je fais mon sport, je suis en train d'utiliser le substrat énergétique qui est les gras, finalement, les lipides. Puis après ça, si je pousse un petit peu plus, j'augmente les watts, je vais tomber éventuellement dans la zone 3, qui serait ce qu'on appelle le système glucidique. Donc, le substrat qui va être utilisé pour me donner de la puissance, me donner des watts, à ce moment-là, ne serait plus les lipides, mais va switcher sur les carbohydrates, les glucides, sous forme finalement là, de glycogène hépatique, glycogène musculaire. C'est ce qui est storé dans nos muscles finalement. Ce qui est bon de déterminer, c'est justement, moi, je veux travailler sur le bord du système glucidique, mais en restant dans le système lipidique. Fait que ce que je veux,
lorsque je m'entraîne dans la zone 2, c'est aller chercher mon substrat qui est les lipides. Bon, pourquoi? Pourquoi que le gros trend, là, présentement, c'est de s'entraîner en zone 2 puis de s'entraîner au-dessus de la zone 3. Donc, zone 4, zone 5 et zone 2. Bien, c'est le principe qu'on appelle l'entraînement polarisé. Et je pense qu'il y a eu un misunderstanding par rapport à l'entraînement polarisé. Les gens, ils pensaient que l'entraînement polarisé, c'était soit que tu pédalais à peu près pas ou tu donnais tout. Mais c'est complètement faux. Parce qu'on parle, exemple, de la zone 4, puis on parle de la zone 2, mais on ne parle pas de la zone 1. La zone 1, c'est une zone de récupération active. OK? Mais ce n'est pas une zone de travail. Ce n'est pas une zone d'adaptation physiologique. Tandis que contrairement à ça, la zone 2, dans laquelle on va travailler en système là, lipidique, que notre substrat va être le gras, c'est une zone de travail aérobique. Donc, il y a des adaptations physiologiques. C'est quoi ces adaptations physiologiques-là? C'est, finalement, puis c'est là l'analogie que je trouvais intéressante dans le lien. Comme je vous dis, vous irez écouter la vidéo qui est super intéressant. L'analogie qui a été utilisée, c'est que dans nos muscles, on a ce qu'on appelle des mitochondries. Fait que les mitochondries, c'est quoi? C'est comme si tu as un nombre de batteries dans tes muscles. Tu as un nombre de batteries qui ne peut pas être changé génétiquement. OK? Ça, tu viens avec un nombre de batteries, puis tu vas rester avec ce même nombre de batteries-là. Par contre, la capacité de ces batteries-là peut augmenter dans l'entraînement. Fait qu'exemple, si tu te ramasses avec des batteries 2032 de montre que tu mets dans ton Garmin ou dans ta strap ou dans ton power meter, tu peux les grossir à des batteries 2A. Les batteries 2A, tu peux les grossir à des batteries... les batteries 3A, tu peux les grossir à des 2A. Tu peux les grossir à des batteries 9 volts. Tu peux les grossir à des batteries d'auto. Fait que tu peux grossir la capacité. Et la seule zone d'entraînement qui va faire ça, c'est la zone 2, dans laquelle on est notre substrat utilisé, c'est les lipides. Fait que lorsqu'on est en off-season ou qu'on est finalement en entraînement polarisé, fait qu'entraînement dont on a deux pôles, la zone 2 et la zone au-dessus de la zone 3, lorsqu'on fait de la zone 2, c'est là qu'on va vraiment donner de la capacité dans nos mitochondries. Puis, c'est grâce aux mitochondries, finalement, qu'on va aller chercher de notre énergie, finalement. C'est là que c'est transformé notre énergie. Et c'est la seule zone. Donc, si, exemple, je ne sais pas, on sort à l'extérieur, on va faire une ride de fat bike cet hiver, puis qu'on s'emballe un peu, puis qu'on s'en va dans la zone 3, bien là, on n'est pas du tout en train de travailler notre capacité de mitochondrie. On est en train de travailler le tempo. Fait que là, ce que ça veut dire, c'est que notre système de glucidique est embarqué. OK? Mais les mitochondries, c'est zéro. On ne travaille pas ça du tout. Fait que les études récentes diraient que de favoriser beaucoup de volume en zone 2, qui représenterait environ 80 de notre agenda, finalement, d'entraînement, de notre calendrier d'entraînement, favoriserait un développement de la mitochondrie. Puis lorsque le développement de la mitochondrie est quand même affûté, optimal, bien, c'est là qu'on peut aller réussir à coller de l'intensité, puis qu'on va se mettre à marcher de plus en plus, finalement, en développant la zone 4, la zone 5. Mais tant et aussi longtemps que la zone 2 n'est pas affûtée, n'est pas affinée, bien, malheureusement, on va avoir de la difficulté à coller de l'intensité là-dessus. Donc, quand on revient au test de lactate, c'est ça que ça va déterminer. Il est où ton système lipidique? Il est où ton système glucidique? Puis là, ils disent, bien, reste dans cette zone-là, comme ça, tu vas être sûr. Ça, pour moi, je vous dirais, pour un athlète intermédiaire avancé, ça pourrait être quelque chose peut-être d'intéressant éventuellement, même si ce n'est pas une nécessité, éventuellement d'aller chercher, d'aller tester pour valider nos zones d'entraînement. Je vous dirais que 95 d'après le testing qu'on va faire de toute façon avec les athlètes, on va arriver sensiblement au même résultat, à peut-être quelques BPM, watts près, on va arriver au même résultat, mais ça nous permet de corroborer les faits. Pour le test de VO2 max, bon, c'est quoi le VO2 max? Le VO2 max, là, c'est la quantité, finalement, maximale d'oxygène qui peut rentrer dans notre corps. OK? Fait que ça, c'est un chiffre qui va sortir. Fait qu'on va faire un test à l'effort. Puis après le test à l'effort, bien, il va ressortir des résultats. Puis bon, ce résultat-là, ce test-là, on le fait avec un masque qui va calculer la quantité d'oxygène qui va rentrer dans notre corps.
Puis à un moment donné, test par palier, je vous donne un exemple, on arrive à 300 watts, on arrive à 320 watts, 40 watts. Puis là, à un moment donné, il y a, exemple, la quantité maximale d'oxygène qui rentre n'évolue plus, même si on monte les watts. Fait qu'on a une quantité maximale qui est atteinte. C'est ce qu'on appelle le VO2 max. OK? Puis là, ça va être un petit peu technique ce que je vais vous dire, mais la PMA, la puissance maximale aérobie, qu'on disait dans le temps la PAM, c'est quoi la PAM dans le fond? C'est simple. C'est le wattage minimal lorsqu'on atteint VO2 max. Fait que si je suis dans mon test par palier puis qu'à 300 watts, j'atteins le maximum d'oxygène qui rentre dans mon sang, bien, ça va être le 300 watts. Si je continue à 320 watts, à 340 watts, mais que mon oxygène n'augmente plus, bien, j'ai atteint VO2 max à 300 watts. C'est donc ma PMA est à 300 watts. Faire un test de VO2, qu'est-ce que ça va vous donner à part un chiffre? Ça va vous donner, Pascal, moi, ton test de VO2 nous a montré que tu as 60 de VO2 max. Parfait. Mais je fais quoi, moi, avec ça, après? À part dans 3 mois, me faire solliciter pour me faire un autre test de VO2 pour savoir si mon plan d'entraînement a fonctionné. Rien d'autre qu'un chiffre. Donc, moi, je porte à la conclusion que d'avoir un chiffre, pour moi, c'est plus ou moins valable. Pourquoi? Parce que ce VO2-là, là, comme la FTP, là, puis comme tous les paramètres qu'on a, c'est un paramètre. Fait que mon sprint, c'est un paramètre. Ma capacité lactique, c'est un paramètre. Le FTP, c'est un paramètre. Le VO2 max, c'est un paramètre. Puis là, si je prends, par exemple, les déterminants de la performance en vélo, j'en ai sorti une dizaine comme ça, qui peuvent corroborer ce que je suis en train de vous dire. L'étude du parcours qu'on est en train de faire, c'est un déterminant de la performance. Tes réserves anaérobiques, c'est un déterminant de la performance. Ta capacité à maintenir un certain pourcentage de ta PMA ou de ta FTP, c'est un autre paramètre de la performance. La nourriture que tu manges, qu'est-ce que tu as mangé avant, qu'est-ce que tu as mangé après, qu'est-ce que ton hydratation, ton niveau d'hydratation, la technique, si tu es en vélo de route, comment tu es bon pour drafter. Le guirage que tu vas emprunter, les RPM, finalement, ton coût énergétique de locomotion, OK? C'est un déterminant de la performance. Ton profil de cycliste par rapport à où est-ce que tu es en train de rider présentement, ton profil. Tu es en train de faire 4000 mètres de dénivelé puis tu n'es pas un grimpeur, tu vas probablement être désavantagé que si tu t'en vas rouler à Sainte-Martine ou à Contrecœur, où est-ce qu'il n'y a pas de côte. Puis si toi, tu es plus un rouleur qu'un grimpeur, bien là, tu vas être avantagé dans ces moments-là. Tout ça, là, ce sont des déterminants de la performance comme le VO2. Fait que moi, d'arriver de me dire, Pascal, tu as gagné 3 points de VO2 max ou 4 points de VO2 max, alors que c'est un paramètre de peut-être 50 paramètres qui vont tout faire changer. Pour moi, ça ne changera rien. Pour moi, qu'est-ce qui est important, c'est quand tu fais ton plan d'entraînement puis que je te donne des entraînements spécifiques de VO2, parce que c'est ça que j'ai déterminé, qu'on a déterminé ensemble qu'il serait bon de travailler. Est-ce qu'après 2 entraînements, 3 entraînements, 4 entraînements, 5 entraînements, tu es capable de faire un intervalle de plus, tu es capable d'aller accumuler plus de minutes de travail dans la zone désirée? Si la réponse est oui, on est en train d'atteindre notre objectif. Tu n'as pas besoin de passer un test pour ça. Tu sais que la dernière fois, tu faisais 4 intervalles, là, tu en as fait 7. Point barre. Et là, dans le fond, ta victoire, tu l'as déjà. Tu n'as pas besoin d'aller faire un test de VO2 pour ça, parce que ce n'est qu'un paramètre parmi tant d'autres. Si le VO2, c'était le saint graal du cyclisme, alors vous allez m'expliquer pourquoi que sûrement à peu près personne qui connaît Oscar Svensson, qui a 97,5 de VO2, qui serait la plus haute, le plus haut VO2 max enregistré de tous les temps. C'est un cycliste junior qui s'est rendu à faire un contre-la-montre au championnat du monde junior. Contrairement à ça, tu as Chris Froome, qui en date de 2024 avait 86, si je ne me trompe pas, 86,4 pour Chris Froome.
Pourtant, Chris Froome s'est certainement rendu plus loin qu'Oscar Svensson, qui a arrêté au niveau junior. Il y en a qui ont beaucoup plus de VO2 max, qui sont moins en forme. Fait que ça, c'est l'autre aspect. Donc, si c'était le Saint Graal, puis qu'il fallait absolument monter le VO2, puis que ça voulait tout dire, bien, il y aurait des choses différentes qui se passeraient. Il y aurait des gens qui ne travailleraient que sur le VO2 max, right? L'autre chose, c'est une étude. C'est une étude, puis je vais vous lire le texte là, par rapport au VO2 max. C'est que l'efficacité brute, le rapport puissance-sortie et entrée, est un déterminant clé de la performance en cyclisme. Une plus grande efficacité permet aux cyclistes de travailler à des pourcentages inférieurs du VO2 max pour accomplir le même travail ou plus qu'un cycliste moins efficace. En fait, une cote d'efficacité élevée peut être attribuée à des résultats de VO2 max plus bas. Fait que si on prend ce texte-là, c'est l'efficacité du cycliste et de beaucoup prioriser sur le VO2 max que ce même cycliste a là, et que peut-être même quelqu'un qui a un VO2 max très élevé voudrait dire finalement une carence en efficacité brute. L'autre chose, guys, par rapport à la zone 1, tu sais, au début de la capsule, je disais qu'on travaille beaucoup plus en zone 2 puis en zone 4 que, exemple, en zone 1. Mais c'est vrai puis c'est pas vrai. Je vous l'ai dit aussi au début, il faut toujours adapter par rapport à la personne qu'on entraîne. Si la personne roule en Europe 25 heures semaine, 20 heures semaine et plus, parce qu'on est dans un pic d'entraînement, est-ce que ça va être bon de rajouter des entraînements en zone 1? La réponse est totalement oui. Plutôt des entraînements de récupération active. On rajoute des heures de selle parce que c'est ça notre objectif. Fait qu'on veut garder un volume d'entraînement hebdomadaire avec l'athlète. Fait qu'on va rajouter de la zone 1. Mais plus que finalement l'athlète est serré dans le temps, plus qu'on s'en va vers, exemple, le cycliste intermédiaire qui travaille, qui a une famille, qui a 6 heures à s'entraîner par semaine, 8 heures à s'entraîner par semaine, puis là-dessus, on met 2 petites musculations, renforcement musculaire, ce qui nous laisse peut-être un 5 heures sur le bike. On va prioriser que de la zone 2, puis après ça, de la zone 2, puis une intensité par semaine. Si on a un petit peu plus de temps, mais on va peut-être aller à 2 entraînements d'intervalle par semaine. On va jouer avec la planification d'entraînement, toujours en pensant à qui on s'adresse. Le plan d'entraînement, il est fait pour qui, puis le nombre d'heures d'entraînement, puis le niveau aussi du cycliste.